impossible. C'est un métier d'homme. D'abord parce que quand la bouteille est pleine, l'homme a envie de la descendre. Ensuite parce que quand il y a plusieurs hommes autour de la même bouteille, ils veulent tous la descendre plus vite les uns que les autres. Un métier humain, je suis buveur. Il y a eu Noé, il y a eu Gargantua, il y a eu Vélène, il y a eu Gainsbourg, il y a eu le Polonais et maintenant il y a moi. Je serai cette année champion du monde et au prochain Bierfest de Munich, j'aurai le Bock d'or. Je suis l'homme le plus déséquilibré du bistrot, le plus loquace, le plus incohérent. Et mon travail consiste à me fabriquer de l'équilibre. Descendre plus vite, c'est d'abord descendre autrement, de façon à semer l'inquiétude et le doute, faire peur. Boire de telle manière que les autres soient persuadés que vous ne tiendrez pas sur vos pattes, jusqu'à ce qu'une génération entière boive comme vous. Dans une vie de buveur, on ne peut inventer qu'un équilibre génial et un seul. Les Polonais sont arrivés dans le bistrot avec la réputation de poche-tromperie. 2 mois plus tard, les 50 top buveurs picolés comme eux. Maintenant, il y a moi. Être un grand buveur, c'est un état qui exige un don absolu de soi-même et une concentration totale. Je picole à temps plein. Je picole en allant sur la terrasse en plein été. Je vis avec un sac de 50 litres de pinard sur le chemin. Je souris au barman et à la serveuse parce que je sais qu'ils m'aident à picoler. Je casse la tête à l'autre pilier de bas, le con là, parce que je sais que cela m'aidera à mieux picoler. Prenez 2 hommes, à égalité de poids et de fric, dans le même bar, mettez-les côte à côte, l'un à l'autre, et c'est toujours moi qui picole le plus vite. La bouteille de rhum agricole de la Martinique, je me la fais 7 fois par semaine. Le canette de top premium lager, celle qu'on boit avec des idées que flanchent, je me la fais chaque soir avant de me coucher. Je sais tout le taudis de la France au centimètre près et avant, et avec le coude qui se lève à 140 à l'heure, j'y vois le monde qui passe à ralenti. Je me prépare aussi pour ces boissons douces et molles que le hasard de la vie professionnelle nous impose. Les boissons non alcoolisées qui permettent à Nicolas Sarkozy de devenir un champion de la descente. Tout compte dans votre carrière. Un jour, l'essentiel devient l'apposition de votre petit doigt. C'est le petit doigt qui fait la différence. Vous avez curé vos ongles, vous avez changé 14 fois de grosses bagues, vous vous êtes mis dans tous vos états, vous avez oublié 2 doigts de votre demi-16 sur le comptoir, parce qu'en allant faire pipi, vous vous êtes demandé dans quelle position exacte se trouvait votre petit doigt. Quand je dors, je bois. Quand je mange, je bois. Je dessine mes trajectoires, je modèle mes angles. Mes reins et mon foie sont intraitables. Je porte sans cesse au front la marque d'où je me cogne en remontant de la cave. Lorsque l'ouverture du bistrot m'accoude au bar du bistrot, elle libère les litres de travail. Après, il reste un buveur en piste qui n'a plus ni yeux, ni tête, ni jambes, et qui picole pour arriver aux plumes plus tard que les autres. C'est la règle. Et puis, il y a le moment qui arrive forcément dans une vie, le seul moment de vrai repos, de repos absolu, le repos du buveur. Vous avez passé de la gauche à la droite du comptoir, vous allez monter sur le tabouret et vous faites cette minuscule erreur de trajectoire, cette petite faute stupide, qui n'est pas une faute d'inattention, puisque le buveur ignore l'attention, qui vous tire quelques centimètres en dehors de la ligne idéale. Et là, c'est le vrai repos, le repos immense. Vous avez déjà perdu les pédales, puis le nord, puis le pied. Plus rien n'a d'importance, vous n'êtes plus un buveur, votre vessie se lâche, votre esprit se brouille, vous vous rendez compte que vous vous êtes cassé le coude.
consiste à me montrer au milieu du paysage audiovisuel. Il me fait voir du plus loin possible. C'est un métier d'homme. D'abord parce que lorsqu'il est au milieu du paysage audiovisuel, l'homme a envie d'être le plus loin possible. Il y a d'autres lapsus à faire que le texte de souche. Ensuite parce que lorsqu'il y a plusieurs hommes au milieu du paysage audiovisuel, ils veulent tous se faire voir de plus loin les uns que les autres. Un métier humain, je suis philosophe télévisuel. Il y a eu Maurice Clavel, il y a eu André Glucksmann, il y a eu Pascal Bruckner, il y a même Alexandre Julien, et il y a eu les nouveaux philosophes, mais depuis 30 ans, il y a moi. Je serai cette année encore best-seller, et à la prochaine rentrée littéraire, je serai sur toutes les chaînes. Je suis l'homme le plus médiatique du paysage, le plus visiblement serein, le plus visiblement concentré, et mon travail consiste à fabriquer du gros concept. Tous les grands philosophes télévisuels fabriquent du gros concept. Se faire voir plus loin, c'est d'abord se faire voir autrement, de manière à semer l'admiration et le doute, faire peur, se faire voir de telle manière que les autres soient persuadés que vous allez être démasqués, jusqu'à ce qu'une génération entière tente d'être aussi visible que vous. Dans une vie de philosophe télévisuel, on peut inventer plusieurs gros concepts géniaux selon l'art du temps. Les nouveaux philosophes sont arrivés sur le cirque avec la réputation de anciens 68ards repentis, et 2 saisons plus tard, les 50 top philosophes télévisuels du circuit gros conceptualisaient comme eux. Maintenant, encore et toujours, il y a moi. Être un gros conceptualiseur est un état qui exige un don absolu de soi-même et une concentration totale. Je gros conceptualise à plein temps. Je gros conceptualise en montant les marches de TF1 en plein prime time. Je vis avec une actrice romérienne de 45 kg sur le dos pour mieux gros conceptualiser. Je souris aux preneurs de son et aux caméramans parce que je sais qu'ils m'aident à gros conceptualiser. Je passe la tête de l'animateur qui est nul parce que je sais que ça m'aidera à gros conceptualiser. Prenez 2 hommes, à égalité de répondants et d'outrecuidance, sur le même concept. Mettez-les à côté l'un de l'autre et c'est toujours moi qui gros conceptualise le plus vite. Le sujet de société qui commande la première question au grand journal de Canal, je la fais 1000 fois par semaine. Les arguties de la fin de soirée chez Michel Field, celle qu'on se prend avec les jambes de plomb, je les fais chaque soir avant d'aller à la closerie. Je sais tous les plateaux télé au centimètre et de 15h à 23h, je les vois passer au ralenti. Je me prépare aussi pour ces interviews mous et indécis que les hasards de promotion de nos ouvrages nous imposent, les itinéraires tordus qui permettent à un Luc Ferry, stoïcien éditorialiste à challenge, de devenir un ancien ministre de l'Éducation. Tout compte de votre carrière. Un jour, l'essentiel devient la position de votre bouton de chemise. C'est le bouton de chemise qui fait le philosophe télévisuel. Vous avez changé la lessive que vous utilisiez. Vous avez changé 14 fois de chemise. Vous êtes mis en colère et vous avez perdu pour 2 bafouillements au théma sur Arte, parce qu'en entrant dans ce débat sur Hannah Arendt et le totalitarisme, vous vous êtes demandé dans quelle position exacte était votre bouton de chemise. Quand je dors, je travaille. Quand je mange, je travaille. Je dessine mes analogies. Je modèle mes gros concepts. Mes manchettes et mon col sont impeccables. Je porte sans cesse dans mes cheveux fous la marque de ma pensée en action. Lorsque le présentateur me donne la parole, il libère des tonnes de travail. Après, il reste un philosophe télévisuel sur le plateau qui n'a plus ni yeux, ni tête, ni jambes, et qui se donne à voir au milieu du paysage audiovisuel plus vite que les autres hommes. C'est la règle. Et puis, il y a le moment qui arrive forcément dans une vie, le seul moment de vrai repos, de repos absolu, le repos du philosophe télévisuel. Vous avez passé le fascislamisme à fond. Vous entrez dans le Marx, penseur inutile, source d'aveuglement, et vous faites cette minuscule erreur de citation, cette petite bourse stupide, qui n'est pas d'érudition, puisque les philosophes télévisuels ignorent l'érudition, qui vous amène à situer la vie sexuelle d'Emmanuel Kant et les conférences au Paraguay de Jean-Baptiste Botul, ce philosophe qui n'existe pas, tout à fait, même s'il existe un texte de Jacques Roubaud ou l'hippisme et botulisme. Et là, c'est le vrai repos. Le repos immense. Vous avez déjà fait rire les lecteurs du Nouvel Obs, puis très vite toute la France, et même le monde entier. Plus rien n'a d'importance, vous n'êtes plus un philosophe télévisuel, vos muscles se relâchent, votre esprit se libère, vous savez que vous allez devoir la jouer beau joueur, et faire preuve d'un humour que l'on ne vous connaissait pas.